Bonjour à tous, bienvenue dans cette 47e vidéo de mon challenge crypto, qui sera en plus la dernière de l'année. Donc je vous souhaite à tous dès maintenant un joyeux réveillon, et en tout cas pour ceux qui regarderont la vidéo. Aujourd'hui, donc on va partir tout de suite sur Dash, ça va être relativement rapide parce que c'est des thématiques qu'on a déjà étudiées. On va parler encore une fois d'anonymat. Donc Dash, en fait, c'est un fork de Litecoin qu'on a déjà étudié sur la chaîne, qui est lui-même un fork de Bitcoin. Donc Litecoin, pour la petit rappel, c'était l'idée de faire une version de Bitcoin plus légère, donc c'était un peu l'argent, on va dire, là où Bitcoin est l'or. Vous voyez, où il y avait plus de pièces, c'était plus facile d'en avoir, c'était moins cher, ça allait plus vite. Et donc là, on rajoute une fonctionnalité qui est la possibilité de dissimuler certaines informations, notamment de dissimuler l'identité des personnes qui font des transactions. Donc ça va vous rappeler certainement Monero ou Zcash qu'on a vu dans les dernières semaines. Il est en 67e position, sa capitalisation est de 470 millions de dollars, son volume de 24 heures c'est 63 millions, donc c'est quand même pas mal, un beau volume, assez surprenant d'ailleurs, et son cours est de 42 dollars. C'est ancien, ça date de 2014, ça a été fondé par Evan Duffield, à savoir qu'au fil du temps, l'équipe à la direction a changé, mais en même temps, on parle d'un projet, si je vous dis pas de bêtises, c'était en janvier 2014, donc un projet qui a presque 9 ans, donc c'est vraiment un très très vieux projet, qui a été très proche du top 10, voire dans le top 10 fut un temps, et qui est quand même beaucoup plus bas, 67. Donc on ira le voir d'ailleurs sur le graphique en fin de vidéo, un projet qui à mon avis est légèrement délaissé, peut-être un peu sur le déclin, mais qui propose quand même des choses, qui a quand même le mérite d'exister. Derrière, il y a trois entités. D'abord, la Dash DAO, donc qui va gérer tout l'aspect gouvernance de la chose. Et là, vous le verrez, chacune des entreprises est basée à des endroits différents, certainement pour des raisons précises que l'on n'a pas forcément. On peut penser à de la réglementation, peut-être de la fiscalité. En attendant, la DAO est basée en Nouvelle-Zélande. Le core group, donc le groupe, l'essentiel du groupe, est basé aux USA, donc est régulé par évidemment tout ce qui est SEC et régulation américaine. Et enfin, la Dash Investment Foundation est basée aux îles Caïmans. Donc c'est peut-être pour ça que précisément ils sont ailleurs, peut-être parce que c'est là, avec cette partie-là, qu'ils font les investissements et qu'ils n'ont pas forcément envie d'être trop traqués ni trop embêtés sur tout ce qui est taxes. Mais là, ce n'est que de la spéculation, bien évidemment. Je n'ai pas d'informations précises à donner sur ce sujet-là. C'est juste une supposition. Au niveau de l'ICO, a priori, il n'y en a pas eu, mais il y a quand même un point à noter qui est que lors de la mise en ligne du token, dans les 48 premières heures, il y a 2 millions de tokens qui ont été libérés, qui ont été créés, mintés, et c'était pas prévu. C'était un bug en fait qui est aussi arrivé sur Litecoin et qui en fait était absolument pas voulu, en tout cas selon ce qu'on nous dit. Savoir que ces 2 millions auraient été plutôt dépensés, donc il semblerait que ça pose pas trop de problèmes en termes de centralisation, mais c'est quand même quelque chose à savoir. Au niveau de la technologie, du coup, on est sur un proof of work, vu que c'est un dérivé de Bitcoin, un petit-fils de Bitcoin, on peut dire, vu que c'est un fork de fork. Donc l'idée est quand même la même, c'est qu'on a, quand une transaction a lieu, elle est mise dans un bloc, elle est envoyée à l'ensemble du réseau de nœuds, donc des mineurs. C'est une compétition entre eux, donc le premier qui va valider la transaction, valider le bloc, va du coup résoudre le problématique en premier et valider du coup le bloc. Il est donc ajouté après à la blockchain et le réseau est mis à jour et c'est bien ce mineur-là, celui qui a trouvé la solution, qui reçoit les récompenses et pas les autres. On y a ajouté un deuxième niveau, c'est la petite spécialité maison. Ils appellent ça un réseau de masternodes. Pour voir un masternode, il faut 1000 Dash, donc au cours actuel, ça coûte quand même 42 000 dollars. L'idée, c'est de garantir en fait certaines fonctionnalités à la blockchain et notamment un accès perpétuel aux utilisateurs, gérer ce qui touche à la confidentialité, donc toute la partie du coup on cache les informations, les transactions qui sont instantanées, en tout cas c'est ce qu'ils disent, la gouvernance et le système budgétaire. Donc ça fait quand même pas mal de choses qui sont déléguées à ces masternodes. L'autre point, c'est que ça va apporter une sécurité, en tout cas de ce qu'on dit sur le site, une espèce de protection contre un certain nombre d'attaques, et notamment si plus de la moitié du réseau devient à être contrôlé par une adresse, on a ce qu'on appelle une attaque à 51%. Donc quand quelqu'un détient plus de la moitié des nœuds du réseau, mais là en fait, le système mis en place bloque les doubles transactions, et du coup,
il n'y a a priori pas de souci à se faire dans ce type de scénario. C'est toujours, toujours bon à prendre, hein, toujours appréciable. Pour l'essentiel, c'est un réseau qui est censé être décentralisé parce que le proof of work se veut décentralisé et qu'en plus là c'est plus facile de miner que sur le Bitcoin, le hashing est moins élevé et donc on a théoriquement plus de mineurs. La promesse, comme je vous le disais, il disait quelque chose de rapide, et a priori les transactions se font en 1 seconde. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est combien ils sont capables de faire de transactions en 1 seconde. Et donc ça, j'aimerais bien avoir l'information, a priori je ne l'ai pas. Le coût de transaction est aussi plutôt faible, inférieur à 0,01 $. Évidemment, quand c'est sorti en 2014, c'était complètement dingue. Maintenant, c'est quelque chose de quand même beaucoup plus habituel, mais ça reste tout à fait compétitif, en tout cas de ce niveau-là. Dernier point, c'est en open source, hein, donc on peut aller visionner le code, on peut faire des suggestions et on peut voir ce qui se passe sur le réseau, notamment les votes des mineurs. Au niveau de la tokenomique, on a une supply totale et maximale de 18 900 000 Dash, donc tokens. Il n'y en aura a priori pas un de plus, en tout cas en théorie, on verra bien ce qui se passera. Sont émis actuellement 59%, ce qui est quand même pas énorme, hein, étant donné que ça fait 8 ans que le projet existe et qu'en plus 2 millions ont été minés dès les premières journées d'existence du projet. Donc c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Au niveau de la répartition, évidemment, ça se fait au fil du temps avec le mining, en sachant que la répartition du mining, des récompenses de mining, donc des tokens, est un peu particulière. Ici, les mineurs ne récupèrent que 45% des tokens. Les masternodes, donc la deuxième partie du réseau, en récupèrent également 45%. Et il y a 10% qui sont alloués en fait à un pool de développement, donc c'est-à-dire qui est géré par l'une des entreprises de Dash, du projet Dash, pour faire des investissements, pour faire du développement. Dernier point, on le sait, en proof of work, c'est souvent des dérivés de Bitcoin, donc il y a souvent la mécanique du halving qui consiste à diviser les récompenses au fil du temps. Là, c'est une variante un peu particulière parce que les récompenses ne sont pas divisées par deux. En fait, tous les 210 240 blocs, les récompenses vont baisser de 7%. Et donc cette baisse de 7% a lieu approximativement une fois par an. Donc c'est assez différent pour le coup, même si l'idée de base est la même, c'est de réduire au fil du temps les récompenses et donc l'émission de tokens. Au niveau de l'utilité du token, du coup, c'est simplement les paiements, vu qu'on est vraiment sur un système classique proof of work, un copié de Bitcoin. On y ajoute juste du coup le côté confidentialité, et il y a quand même un système de vote on-chain. Par contre, c'est lié au masternode. Donc il y a quand même un système de gouvernance de cette façon-là. Au niveau du coup, globalement, des forces et des faiblesses, ce qu'on peut dire, c'est que ça a les qualités de Bitcoin, donc c'est décentralisé. On apprécie le proof of work qui est plutôt sécurisé. Là, on ajoute la fonctionnalité anonyme, donc pourquoi pas. Globalement, c'est moins cher et plus rapide qu'un Bitcoin, donc c'est cool, on apprécie. Le point supplémentaire, on l'a assez dit, c'est l'anonymisation possible des transactions. J'ajoute, hein, c'est vraiment possible, je crois que c'est pas obligatoire du tout. Et l'amélioration du réseau par les masternodes, c'est cool qu'ils aient pensé à des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer la blockchain. Dans les points qu'on apprécie moins, du coup, c'est qu'on a déjà vu sur le projet qu'on a des Monero, on a des Zcash qui existent et qui proposent des choses plus ou moins similaires. A noter d'ailleurs que, à titre personnel, si je dois investir dans ce genre de secteur, j'aurais une préférence pour Monero, qui, comme on l'a vu dans une vidéo récemment, qui s'appelle Les survivants de 2022, on voit que Monero a fait une bien meilleure performance que la plupart des cryptos, et donc que de Zcash, pardon, c'est Dash, pas Zcash, mais que Zcash aussi d'ailleurs. Donc, quitte à investir dans ce secteur-là, je préférerais Monero, en tout cas c'est mon choix personnel. Globalement, ce qu'on sait, c'est que ces cryptos-là ont tendance à être utilisés plutôt sur le dark web, donc globalement une mauvaise image, et ça peut attirer les régulateurs assez rapidement, même si eux sont basés en Amérique, donc il doit avoir quand même un certain nombre de choses qui sont déjà plus ou moins en ligne. Mais le côté anonymisation des données posera toujours plus ou moins un problème, donc à tout moment on peut avoir un souci quoi, de ce type-là. Dernier point bien évidemment, et qui est un peu en vogue dans ces temps-ci, hein, c'est tout l'aspect pollution lié au proof of work, et qui du coup peut nuire à l'image du projet. Maintenant, on va aller voir la courbe, donc le fondamental est fini, et en fait, vous voyez qu'il y a... En fait, vous allez deviner rapidement ce qu'il y a à dire, hein, c'est-à-dire que on est en baisse, en fait, on est en tendance baissière depuis super longtemps, depuis 2017, en fait, 2018, depuis janvier 2018, on a atteint les maximales, hein, autour de 1200, le max du max, c'était apparemment ici à 1005,
Donc c'est complètement dingue la perf que ça a fait entre décembre 2016 et décembre 2017. En un an, c'est complètement incroyable. On partait de 3 $. Maintenant, on voit bien que depuis ça, ça ne retourne pas là-haut, et il y a de bonnes chances que ça n'y retourne pas, tout simplement. De par l'émission de tokens et le fait qu'il y a de la concurrence, et qu'il n'y a plus de hype autour de ce projet depuis bien longtemps. Donc il a eu une grosse chute, presque retourné sur les plus bas, là autour de 28, donc c'est quand même bien plus haut que les plus bas des plus bas, mais voilà. Et on est remonté donc en mai, première partie de bull run de 2021, à 450 en gros, pendant pas très longtemps. On est redescendu, on est un peu remonté en deuxième partie à 250, 260, et c'est la baisse. Donc globalement une tendance baissière, pas spécialement de raison de penser que ça va s'arrêter. Donc à titre personnel, c'est pas le genre de dossier sur lequel j'irais investir. Notez notamment que le RSI n'a pas été en dessous de 30, hein. On est encore à 43, en fait on est relativement haut, malgré un cours qui est quand même plutôt bas. Bon, les plus bas de l'année ont l'air d'être autour de 21, donc il y a quand même eu un x2 depuis octobre, tiens, c'est assez étonnant. Septembre-octobre. On peut aller voir en daily pour se donner une idée un peu plus précise, mais vous l'aurez compris, je n'irai pas, à titre personnel, m'intéresser à ce projet de façon financière pour le moment. Je trouve que c'est pas très intéressant, et j'irai de toute façon lui préférer un Monero qui a fait une performance beaucoup plus intéressante sur l'année. Bon, pour ceux qui aiment les triangles, voilà, on arrive apparemment relativement proche de ce triangle théorique qu'on peut certainement mieux tracer que ce que j'ai fait. Les moyennes mobiles sont assez proches, cela dit, en daily. Donc effectivement, c'est des indicateurs qui peuvent donner quelque chose, mais le RSI reste plutôt haut. Donc moi personnellement, j'irai pas toucher à ça pour le moment, mais même probablement pas du tout, parce que c'est un projet qui est plus dans la partie décroissance de sa vie que dans la partie croissance, à mon avis. Donc le potentiel me semble beaucoup moins intéressant que d'autres projets qui arrivent ou qui sont plus en forme. Voilà ce que je voulais dire sur Dash. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine.